Merci beaucoup d'organiser. Bon, Teranga Perspective, c'est une excellente initiative et je vous encourage beaucoup. On est en petit comité, on est 27, donc n'hésitez pas à... Ce que je vais faire peut-être, c'est faire une petite présentation. Elle ne va pas durer maintenant plus de 20 minutes. Vous pouvez m'interrompre hein, s'il y a des questions de clarification. Bon, si vraiment les termes, même pour les définir, besoin. Et après ça, on peut aller dans un Q&A, on va dire d'une demi-heure à un peu plus, ou on peut aller plus dans le détail aussi, dans le Q&A. OK? Bon, donc je vais devoir demander la permission de partager mon écran. Oui. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, view. Alors, view. Now, view. OK. Je vais juste le mettre en grand et après on est. OK. Donc ça, c'est un peu en début février, donc il y a 3 semaines de cela, au début, on avait fait une série de présentations à Dakar et je voulais revenir sur un peu quels étaient les aboutissants de cette présentation. Il y a 3 points dont je voudrais parler. C'est que on est bien dans une crise. Elle a des éléments qui sont classiques. C'est-à-dire qu'on connaît d'autres crises, donc on peut en prendre des leçons. Mais cette crise aussi est un peu exceptionnelle. Il y a des éléments nouveaux. Et dans cette crise-là, quelle est la définition de la soutenabilité de la dette? Donc, c'est difficile de définir, mais nous estimons que les scénarios où la dette est soutenable sont peu nombreux. OK? Sont peu probables et dépendent de l'appréciation, pas uniquement de l'administration du Sénégal, ni du FMI, mais également des créanciers. Là où nous en sommes, les options sont limitées, et d'autant plus qu'on est maintenant en mars, donc on doit apprécier les coûts aujourd'hui et dans le futur, et je viendrai dedans. OK, donc d'abord, je voulais juste montrer pourquoi c'est une crise. Bon, il y a quelques tableaux, quelques chiffres, et c'est tout ce que je vais montrer dans cet échange-là. Là, nous avons le Sénégal. Là, ce qu'on a, c'est plusieurs pays d'Afrique, certains qui ont eu des difficultés aussi liées à la dette, et d'autres endroits également. Là, c'est de la dette sur le PIB. Quelle est notre dette? Avant, au Sénégal, tout était normal, on était autour de 70% de dette sur PIB. C'est-à-dire que pour chaque 100 CFA qu'on produisait, il y avait 70 CFA de dette dont on devait payer sur un terme à peu près jusqu'à la fin des temps, quoi, du moment qu'on nous donne confiance. Maintenant, ce chiffre-là a augmenté beaucoup. Là, on est à entre 120 et 130%, dépendant de quel périmètre on juge ça. Donc là, c'est le Sénégal après la découverte de la dette qui n'a pas été bien reportée. Voilà, donc juste derrière le Soudan, en fait, qui est, comme on sait bien, un pays qui a des difficultés politiques et tout le reste. Maintenant, bon, ça a commencé en 2024 hein, et jusqu'à 2025. Une façon de mesurer comment tout ceci est apprécié par les marchés, c'est de voir quel est le taux d'intérêt que les marchés reflètent. Si on voulait s'endetter aujourd'hui sur le marché international, c'est au-dessus des États-Unis, par exemple, ou les pays avec un risque moins élevé. Là, avant, on était autour de 5% de plus, donc c'est-à-dire 500 basis points, 500 points de base, donc ça veut dire 5%. Après, le Sénégal a fait l'audit en mars 2024 et a dit n'a pas suivi ce avec d'autres choses
Et ce qui s'est passé, c'est que boum, ça a augmenté jusqu'à 8%. Le spread, ce qu'il y a au-dessus, notre prime de risque au-dessus des pays développés. Et ensuite, en novembre, juste 2025, le Premier ministre annonce qu'il n'y aura pas de restructuration également, que le FMI le force le Sénégal, et boum encore, on remonte à 11% sur les marchés des eurobonds. Et maintenant, pourquoi on dit que c'est une crise? Parce que bon, on ne peut pas la nier. Si vous regardez ici, c'est quels sont les déboursements qui ont été. Donc là, c'est les prêts. Les prêts qui ont été déboursés pour le Sénégal à partir de Q2, deuxième quarter, c'est-à-dire avril, mai, juin, juste après mars, l'audit. Hein, en 2024, ça chute. Et ça a chuté énormément. OK? Non pas uniquement les nouveaux prêts, mais les déboursements, mais également les versements. Pareil, deuxième quarter, premier quarter 2004, deuxième quarter, et c'est au-delà. Le FMI est là de donner des prêts, hein, et maintenant, hop, ça n'existe plus. OK? Juste, Donc, professeur, excusez-moi, puisque vous avez oui, donné le feu vert pour vous couper tout ici. à fait. Est-ce que vous pouvez expliquer cette notion de décaissement du FMI OK, par alors, rapport au décaissement, pays? ça veut dire quoi? Décaissement, ça veut dire, souvent, quand les prêts ou dons, grants, et tout ça, les gens signent leur commitment, qu'ils vont le faire, ils ne décaissent pas, ils ne donnent pas l'argent tout de suite. Ils attendent qu'il y ait certains milestones, certaines étapes qui sont établies. Et au fur et à mesure qu'ils les décaissent, hein, qu'ils les donnent, c'est pour éviter que pour les projets soient bien gérés. Le décaissement, ça veut dire que ce montant-là, les montants qui ont été sortis, qui ont été transférés au Sénégal, sont devenus moindres. OK? C'est un peu ça. Et là, maintenant, ça, c'est voir un peu, c'est par rapport à quelle institution a fait ces versements-là. Parce qu'il y a le FMI, il y a le World Bank, et il y a l'International Bank for Reconstruction and Development également. Donc, c'est ça. Excellente question. Bon, maintenant, cette crise-là, euh, elle a des éléments classiques. C'est un peu comme la crise grecque, mais donc on a été dégradé plusieurs fois. On affirme qu'on va rembourser, mais ce qui est différent, c'est que la zone UEMOA, un peu, protège que la crise se transforme en crise externe pour le moment. Il n'y a pas eu d'inflation au Sénégal, hein, parce qu'on est dans une zone commune. Mais le problème, c'est que la différence, c'est qu'on est un pays plus large que la Grèce au niveau de la zone UEMOA. Tout d'abord, notre dette est plus concessionnelle, c'est-à-dire qu'on avait des taux d'intérêt plus faibles sur cette dette-là. On n'a pas une crise bancaire immédiate, hein, parce que on a pu à la fois bénéficier de notre zone, en tout cas, pour que les réserves, vu qu'elles sont en commun, ce n'était pas un problème sur le moment que tu vois, quand un pays manque de réserves, ce qui se passe, c'est que les réserves sont prises en commun, on prend dans le pool commun de la BCAO. Mais on a un poids plus élevé que la Grèce. Donc, c'est un peu des éléments qui font aussi que le Sénégal peut-être fait ce choix-là de se dire, allez, on continue selon notre vision euh, de free rider, je ne sais pas quel est le mot en français qui est le plus, mais en tout cas, de continuer à faire chemin seul dans la zone. Maintenant, quand on regarde dans plusieurs pays qui
qui sont dans la situation du Sénégal. Hein. Donc, la situation du Sénégal est une situation où il y a une dette cachée qui n'a pas été bien reportée, pour résumer, cachée, qui se retrouve comme ça. Les résolutions n'ont pas été trop différentes. Nous avons donc ici, c'est au dernier des années 90 à maintenant, les situations de dette. Donc, on a pris au-dessus de 100% du PIB. Donc, c'est important de le dire parce que là c'est là où on en est. Donc, pour comparaison. Hein? Donc là, en bleu clair, donc là où ils ont dit de faire défaut de faire une structuration de la dette, c'est le plus large. Il y a eu des cas de défaut où les pays sont contraints. Être contraint de faire défaut est souvent une pire situation parce que tu te retrouves à la table de négociation avec moins d'arguments. Et tu peux accepter des termes qui ne sont pas aussi favorables parce que tu dois repayer juste le mois d'après. Tu es un peu, voilà, tu es sous le joug de la dette. Il y a eu un seul exemple qui s'est résolu par un boom économique, une croissance grande. Et ça, c'était à Antigua. Et c'est une île. Donc, les îles, souvent, loi des petits nombres, peuvent se retrouver souvent où il y a des petits flux peuvent affecter leurs activités parce qu'ils sont petits. Ce n'est pas notre cas. OK? Donc, la dette est élevée, mais est-ce qu'elle est soutenable? C'est un peu ce dont on va discuter. Donc, je voulais montrer un autre tableau ici. Pour comprendre la soutenabilité de la dette, en fait, mes slides qui viennent de passer, je vais l'expliquer de façon simple. Hein. En fait, pour comprendre c'est quoi une crise de la dette, la métaphore que je vais donner, c'est prendre un dalle ou bathtub. Bathtub en français. Jëlal ndaal bu toj, mais bu am benn parfois qui souffre. So, quand le ndaal se retrouve avec un trou, avec un problème, ce qui se passe, c'est que ça prend du temps pour que l'eau sorte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle le flux, OK? C'est-à-dire la dette de demain, c'est le déficit qu'on a. Donc, c'est un peu le flux de comment est la charge d'intérêt. OK? Et la dette d'aujourd'hui, c'est le stock qu'on a. Maintenant, pour contrôler le déficit, il faut quoi? Plus d'exportation que d'importation, mais il faut aussi moins de dépenses et plus de revenus. Donc, nous estimons qu'il est très difficile de faire cette gestion-là du flux. OK? Et là, cette gestion du flux est très difficile de le faire. Et un peu pour voir un peu les pays qui ont réussi à faire cette gestion-là, souvent, ce sont des pays qui ont fait grâce à une manne sur les ressources naturelles. Bon, nous avons du pétrole. Le prix du pétrole a augmenté, bon, pour des raisons dont on n'est pas content du tout. Mais si on avait une bonne part de notre pétrole, peut-être que ça pourrait nous aider. Mais ici, par exemple, dans notre rapport, on montre que la situation du Sénégal est difficile. Par exemple, si vous regardez, là, c'est quoi? Sur l'axe X, nous avons une amélioration de la balance commerciale. Donc, on a besoin de gérer le flux. OK? Et en bas, sur l'axe Y, nous avons quelle est la part d'exportation de matières primaires. Donc, plus ça, on est haut, plus ça veut dire qu'on a beaucoup de pétrole, etc. Par exemple, Congo, on est là, le Congo, l'Angola, Botswana, etc. Voilà, donc c'est eux-là, les pays qui ont pu avoir des... Donc, on a une corrélation positive avec ça. Le Sénégal se retrouve ici. Notre part d'exploitation primaire n'est pas aussi élevée que ces pays-là. Donc, nous n'avons pas cette manne-là de ressources naturelles, du moins pour le moment. Nous avons le pétrole qui a été retrouvé, mais nous savons bien qu'on n'aura pas de revenus pour encore longtemps. De bons niveaux de revenus, je veux dire, à part les taxes sur
l'activité. Bon, maintenant, quelle est cette dette du Sénégal? Pour résumer, il y a plusieurs, donc en pourcentage du PIB, il y a plusieurs parties prenantes, les multilatérales, mais quand il y a des discussions comme ça, c'est les bilatérales qui peuvent donner un peu d'air, et donc la France et la Chine. Chine étant le plus large, et la France. Donc, bon, j'imagine que nos autorités ont des échanges très approfondis avec ces parties-là pour voir un peu et monitorer la situation. L'autre élément, c'est que maintenant, qu'est-ce qui s'est fait en 2024? En 2024, le Sénégal se finance sur le marché régional et ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Mais ce qui se souvent, quand on communique sur les montants que le Sénégal a levés sur le marché régional, il y a trois choses également dont on doit parler. Donc, ce n'est pas également uniquement les montants, c'est quel est le coût. Le Sénégal, jusque-là, a pu, grâce aux prêts du FMI et des prêts concessionnels, bon, ça, souvent, les gens ne le savent pas, hein. Le FMI donne des prêts à taux 0%, donc il est normal que, pour ces raisons-là, qu'il puisse y avoir des conditions. Maintenant, on peut parler de peut-être qu'on doit avoir plus d'Africains dans ces instants de décision. Mais ça va du cas de la question simple hein, du Sénégal, hein, dont on est ici. Parce que le Sénégal, c'est juste un pays parmi tout le reste du monde. Mais donc, grâce à ces taux concessionnels, notre dette est 4,5% en taux d'intérêt global. Nous estimons que ceci va, donc, donc vous avez la dette sur PIB et l'intérêt, net interest payment, les paiements en intérêt, en pourcentage du PIB. Le Sénégal est un outlier ici, une exception, parce qu'on est à très haut, niveau très haut, et tous les autres pays d'Afrique, ici, si on suit cette ligne, on devrait être autour de 6%. Nous estimons également que le Sénégal, le coût de cette dette-là, le coût d'intérêt va augmenter, parce que c'est déjà le cas dans le marché régional. Et ce problème-là, en fait, ce n'est pas un problème sur 2 ans. Ce n'est pas un problème sur les prochaines élections. Ce n'est pas un problème comme ce qui serait s'il y a une restructuration où on doit perdre 2 ans. Ça c'est un problème qui serait plus intergénérationnel. Hein? Et ce serait intergénérationnel, ce serait sur 5 ans, 10 ans, voire plus, si ce chiffre-là augmente. Donc, c'est important d'apprendre les leçons. L'autre point aussi, c'est les maturités. C'est-à-dire que sur le marché régional, on s'endette, il y a plus la demande. Je viens de voir ce matin même les résultats des nouveaux financements sur UMO à titre. C'est sur 1 an. OK? C'est-à-dire que l'année prochaine, on doit repayer ça. Donc, les maturités sont raccourcies. Sur ce marché-là, il n'y a que des demandes à 1 an, 3 ans et 5 ans, et toute la demande, la grande majorité de la demande est sur 1 an. Donc, ça, ce n'est pas une solution pérenne. Donc, ce qui nous fait dire que quelles sont maintenant les options et comment résumer? Donc, la dette, nous estimons qu'en fait, pour le mettre sur le chemin soutenable, c'est difficile. Comment résumer les deux chemins? Hein? Et j'avais dit que j'allais parler juste pendant 20 minutes et ouvrir le chemin. Donc, je vais le résumer vraiment en mots simples. Hein? Donc, il y a 2 choix. L'un, c'est rembourser. Le remboursement, c'est quoi? C'est faire rouler la dette, prendre de nouveaux prêts pour repayer les prêts qu'on avait avant. C'est ce qu'on est en train de faire là. Et bon, comme vous voyez, les maturités se raccourcissent 1 an. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faudrait que le Sénégal, avec ses repaiements aussi, ait un sauveur. Un certain pays ou une institution qui vient, qui peut prendre un large prêt à des taux concessionnels
sur une longue durée. C'est trois critères qui sont très difficiles. On parle souvent des Émirats arabes unis. Pour deux raisons, je pense que ce serait difficile. Un, c'est que quand on compare avec l'Égypte, qui a eu bénéficié d'un investissement d'ailleurs, ils ont acheté une partie de leur côte, c'est que l'Égypte a une position stratégique pour les Émirats arabes unis, là où ils sont, comme pour beaucoup de raisons que vous connaissez. La deuxième chose, c'est que le Sénégal se distingue parmi les pays du monde par notre position très claire sur la question de géopolitique, dont les pays des Émirats arabes unis ne sont pas en même phase que nous. Donc, c'est des raisons pour lesquelles je ne pense même pas que ce seraient des choses qui vont se faire. Dans le rapport, nous avons pris quelques hypothèses très raisonnables pour voir est-ce que la dette sénégalaise serait soutenable, et nous estimons que jusqu'en 2041, notre service de la dette publique sur revenu du gouvernement, qui est une mesure quand même à prendre en compte, là, imaginez-vous, on est à plus de 42%. À chaque fois qu'on prend des taxes, 42% de revenus du gouvernement, 42% vont à repayer les services de la dette, c'est-à-dire l'intérêt et une toute partie du collatéral. Donc, c'est-à-dire presque juste la dette, presque juste l'intérêt. Donc, vous imaginez, et ça serait le cas selon notre assumption jusque-là. Le FMI n'a pas, s'ils ont fait cette étude-là, et ils l'ont fait, aurait des résultats similaires. Eux, ils ne publient leur debt sustainability analysis que s'ils estiment que le pays a une dette soutenable. Nous, on a fait le travail, comme ça au moins, on aura une base sur laquelle on peut partir. OK, donc il faut d'autres sources possibles. Donc, comme on a parlé, j'imagine que vous avez vu récemment l'article du Financial Times qu'au Togo, des banques togolaises ont commencé à acheter de la dette sénégalaise. On ne sait pas qui c'est. Bon, voilà. La zone, nous estimons quand même que faire recours à la zone peut continuer, mais il faut une stratégie vers 2027, etc., fin de l'année aussi. Ça a des limites. On sait très bien qu'il n'y a pas assez de fonds dans la zone pour mettre la dette sur un chemin soutenable. Il y a eu ce qu'on appelle les total return swaps, qui sont des instruments de financial engineering, d'ingénierie financière, mais on ne peut pas créer de la soutenabilité là où il n'y en a pas, ce serait juste masquer des risques. Donc, bon, il faudrait un appui d'un sauveur pour que ce chemin-là, le premier chemin emprunté, puisse se faire. Bon, est-ce impossible? Non, mais difficile. L'expérience de nos deux pays nous montre que les coûts de ce pari-là peuvent être élevés. Donc, mais pour résumer les coûts, je vais le résumer de cette façon-là. C'est que si ce chemin-là ne marche pas, nous pourrons nous retrouver à faire défaut forcé, et dans ce cas de figure, les discussions peuvent prendre énormément de temps et ça peut créer le chaos. Si jamais aussi la dette n'est pas soutenable et que nos banques continuent à prendre des risques et qu'on se retrouve à la table de négociation et que les créanciers disent « Ah, mais il faut aussi restructurer la dette locale », ce serait la pire des situations. Ce serait une crise bancaire au Sénégal et dans les pays aux alentours. Et ça dit aussi des vies perdues en plus. Ce n'est même pas politiquement quelque chose de raisonné. Voilà. Maintenant, une deuxième option, ce serait une restructuration. Une restructuration, nous estimons que c'est quoi? C'est si on l'entamerait aujourd'hui, ça entamerait des discussions, mais les pertes ne seraient pas comme ce sont actuellement des pertes prises par les Sénégalais, par une coupure de tous les programmes sociaux, mais une perte de ceux qui sont les détenteurs de eurobonds.
Et oui, ces négociations peuvent venir avec des conditions. Mais bon, quand on donne, pour recommencer un programme avec des FMI, des prêts à taux d'intérêt 0%, donner des conditions pour éviter que, comme on connaît bien, pour éviter qu'il n'y ait pas des éléphants euh, blancs, pour éviter des, des, des monuments aux effigies de, de ceux qui sont en train de diriger un pays. C'est normal d'avoir des conditions. Maintenant, ce qu'il y a dans le subconscient de beaucoup de gens, c'est ce qu'il y avait dans les années 90, les programmes d'ajustement structurel. Bon, les exemples récents ont montré quand même qu'il y a beaucoup d'efforts pour prendre en compte les aspects sociaux dans les restructurations pour éviter que l'austérité ne soit pas trop pénible. Et c'est là où il faut une discussion de ces points-là, que les contraintes politiques du Sénégal soient traduites en contraintes économiques que les FMI devraient accepter. Voilà. Mais ce seraient des discussions sur un plus court terme, sur 2 ans, max 3 ans, et après ça, on pourrait redémarrer. Bon, comme on sait qu'il y a des élections également à venir, c'est difficile de faire une restructuration quand il y a des élections. Mais en tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est ce qui est dans l'intérêt des citoyens, de voir quels sont les coûts liés aux deux choix. Bon, là, pour un peu résumer, parce que j'ai fait au final une demi-heure au lieu de 20, les exemples de restructuration qu'il y a eu et comment ça s'est réduit. Au final, ils ont eu une notation qui s'est améliorée. Le Tchad, le Ghana, le Suriname et le Sri Lanka, pour sortir de détresse. C'était des périodes qui ont duré à peu près, voilà, de 2021, janvier à décembre, 2 ans, décembre 2021 à mai 2024. Donc, pour l'échange ici, 3 ans, 2 ans. Donc, voilà, ça s'accélère. En tout cas, c'est un processus qui s'accélère et c'est un processus qui surtout n'est pas figé. Donc, ce processus-là qui appelle le cadre commun du G20, ça s'accélère et ce n'est pas figé. Donc, on a tout à gagner à s'asseoir à la table et à résoudre les problèmes à partir de la table. Hein. Et nos partenaires n'ont pas joué. Donc, ici, voici les bilatéraux, donc la France et la Chine. C'est des pays qui nous ont beaucoup de dettes et qui peuvent aussi faire partie des échanges. Pour résumer, on ne doit pas oublier également les réformes à mettre en place. Donc, cette crise a pu lieu parce que l'UMOA, contrairement à la zone euro, a que on va dire, des droits. Les pays ont des droits sans devoir, pour résumer. Parce que l'UMOA n'a aucune façon de mettre que les pays respectent ces critères qu'ils se mettent en place, qu'ils mettent. Donc, chaque pays a intérêt, on va dire, de façon unilatérale, à faire ce que le Sénégal a fait. Et il faudrait soit mettre en place un mécanisme de soutien en cas de difficulté, comme le mécanisme de Financial Stability Mechanism en Europe, dans l'Union européenne, mais avec pour ça une façon d'enforcer que les pays soient transparents sur les dettes et que les pays puissent respecter tous les critères qui sont mis en place. Voilà, bon. Je pense qu'on perd beaucoup de temps souvent à critiquer de façon abstraite critère telle chose, alors que voilà, le pays se développe autour du monde et que on n'a pas, on est beaucoup de personnes, même dans la zone UEMOA, mais en termes de poids de production, on n'est pas euh, grand. Donc, comme Ousmane Sembène disait, l'Afrique est mon audience, le monde est mon marché.
le Sénégal aussi, son marché est le monde. Et prenant de ce marché-là, il doit vendre tout ce qui est bien et en faire bénéficier aux Sénégalais. Bon, pour moi, c'est ça ma vision du panafricanisme. Voilà. Bon, c'est un peu résumé dans l'essentiel, un peu la situation où on est né et de façon un peu big picture. Et je pourrais répondre aux questions euh, que vous avez bon, on va dire, ouais. Il est 10h40 chez moi, je peux rester jusqu'à 11h30. Donc, ça fait 50 minutes. Ok, merci beaucoup, professeur. Nous aurions quelques questions qui sont tirées de votre rapport et je laisse la parole à Aïcha pour enchaîner dessus et après on ouvrira les micros pour les autres. Bonjour à tous et bonjour professeur Ndiaye. Merci beaucoup pour cette présentation. Quelques questions ont été préparées. Je vais commencer à vous les adresser. Dans la même optique, pour les personnes qui sont dans l'audience, n'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat. Donc, la première question qui vous est adressée, professeur, c'est quels sont les avantages et inconvénients court et long terme de préférer l'emprunt dans le marché régional à la restructuration? Ah, très bien. Oui, alors, c'est là où c'est le cœur, c'est le nerf de la guerre ou le cœur du débat. Hein? Et c'est là où aussi Teranga Perspective est très important pour ces discussions-là. C'est simple, hein? Continuer sur le marché régional. Si ça ne marche pas, et je pense que s'il n'y a pas un pays qui vient en plus très bientôt en support pour donner une prêt concessionnel sur du long terme, ce sera très difficile. Donc, si ça ne marche pas, le risque, c'est quoi? C'est qu'on soit prolongé dans une crise économique. Je vais vous parler d'économique et ensuite bancaire sur une très longue durée. Donc, une durée qui dépasse les mandats des présidents, donc 5-10 ans plus. OK? Donc, ça veut dire quoi? D'abord, crise économique, c'est quoi? C'est que, allez, on ne peut plus, on fait défaut. Donc, quand on fait défaut, ça veut dire quoi? On ne peut plus payer les salaires des fonctionnaires. Et quand on ne peut plus payer les salaires des fonctionnaires, donc là, on est contraint. Donc, on a autour de 300 000 fonctionnaires. Tu prends les familles qui sont autour, multiplie ça, on va dire, par 5, 1,5 million de personnes. Hein? Ça peut créer beaucoup d'instabilité. On est déjà dans une zone autour de nous où la sécurité est quelque chose d'important. Une crise économique comme ça, on ne peut plus payer les salaires. Donc, il y aura protestation, grève, on doit mobiliser la police, etc. Voilà, les attaques des marchés. Ce sera 2021, mais en pire. Hein? En pire. Et sur une durée dont on ne sait pas. Quand on va se retrouver à cette situation-là, maintenant, c'est là où tout se pose. C'est que on n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour négocier parce qu'on doit repayer les salaires du mois à venir. Qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir à accepter des termes qui sont très difficiles. Et ces termes-là, c'est ces termes-là qui peuvent amener la crise bancaire. C'est quoi? Bon, Côte d'Ivoire a 40% de la dette sénégalaise. Ensuite, 50%, les banques du Sénégal, 10%. Même si on dit parfois que, mais au Sénégal, le taux de bancarisation est faible, donc même si les banques, par exemple, si le Sénégal ne peut plus repayer les banques locales, donc ces banques-là peuvent perdre
les déposits, ce que les gens déposent dans leur banque. Il peut y avoir des bank runs. C'est les gens aller à la banque et demander leur argent, comme en Islande. Tout ceci, c'est dangereux. Et une crise bancaire, ça serait la pire des situations. Ça serait la pire des situations. Non pas parce que c'est les banques, non, on n'a rien à faire des banques en tant que telles, mais des gens qui ont mis leur argent à la banque. Et donc, c'est ce coût-là, c'est ce risque-là, en fait, de ces deux choses-là sur un long terme donc, qui dépasse le cadre des, euh, des, des mandats de 5 ans, etc. Maintenant, la restructuration, c'est quoi? C'est dire maintenant, écoutez, on a un marché régional, on a un peu de quoi payer, mais on juge que sur 3 ans, 5 ans, on ne peut pas repayer cette dette-là. C'est sur un chemin non soutenable, mais on peut quand même continuer à payer. Donc, là, tout de suite, on peut entamer des discussions et on peut avoir des créanciers, comme quoi, comme qui? Les marchés bilatéraux peuvent dire, écoutez, on va faire une pause pour que vous n'ayez pas besoin de payer. D'ailleurs, c'est public maintenant. C'est public, c'est une information publique parce qu'on l'a lu dans un journal, je pense Africa Intelligence, que la France a envoyé son émissaire. Ils ont dit parce que pour discuter des repaiements de la France. OK? Donc, il y a déjà une situation difficile qui se passe. Mais l'avoir en tout cas en tant que quelque chose de clair, de transparent, de dire qu'allez, si Chine et France disent, écoutez, on va vous donner du temps pour que vous n'ayez pas besoin de nous repayer. OK? Dans ce cas-là, quand on dit qu'on fait défaut, les eurobonds qui sont une grande partie, eux, on va faire défaut sur eux. Et les coûts là vont être payés par les gens des marchés internationaux, ce sont les gens de Frankfurt, etc. OK? Bourse de Frankfurt. Également, et Bourse de Frankfurt et les hedge funds et autres compagnies qui investissent sur le Sénégal et qui parfois aussi, bon, eux, ce qui les intéresse, c'est sur un coup, parfois sur un très court terme, hein, continuer à faire ce que vous faites et voilà, on peut surprendre le marché, hein, parce que c'est ça qui fait gagner et, et on gagne l'opération, après on perd et on vend et on repart. Donc, il y aurait des coûts quand même. Ouais, les coûts, c'est quoi? C'est pendant ces discussions-là, on se retrouve dans une discussion où, par exemple, le FMI va nous dire, écoutez, hein, vous ne pouvez pas faire toutes ces subventions-là. Et ça, c'est un problème. Et on a des subventions, par exemple, électricité, qui sont c'est un peu, comment le dire, c'est un mal qu'on ne peut pas échapper parce que notre production énergétique n'est pas productive. Donc, on se retrouve à subventionner l'électricité. Et donc, je l'ai écrit dans mon dernier truc que cette crise-là, même si on en sort et qu'on ne résout pas ce problème, on aura une autre crise de la dette dans 20 ans. Parce qu'on doit avoir des subventions énergétiques. Ce qui fait que nos dépenses vont être toujours au-dessus de nos revenus. Donc, on aura des conditions. Et avoir des conditions, ce n'est pas être sous le joug du FMI ou je sais pas quoi. Je pense qu'on est trop dans l'émotionnel souverainisme. Bon, moi, je pense que les exemples, c'est pas les pays du Golfe, c'est les pays qui ont pu en tout cas développer un souverainisme basé sur le concret, qui ont pu développer la national defense, tout le temps dans le silence, mais avec un souverainisme clair, avec des principes et une vision très claire qui ne qui ne penche pas de gauche à droite. Et ça, on le fait en temps
de, comment dire, en temps de, quand on est en temps de crise, on fait un traité de paix, on va dire. On fait un traité on dépose les armes, on se retrouve dans une meilleure situation. Et quand on est maintenant dans une meilleure situation, hein, que les choses s'améliorent, que le Sénégal croit et que notre dette est soutenable, là, on fait les bases. On parle de choses comme le franc CFA, on parle de choses comme euh, le souverainisme pour mettre notre dette plus en monnaie locale, qui est une stratégie, hein, je dis bien, en temps normal, qui est une stratégie raisonnable. Mais on s'est retrouvé avec 50% de plus de PIB en dette. On n'est plus dans la même situation. On fait traiter de ceasefire pour ceux pour qui, dans leur conscience, ça fait raison. On fait le traité de Hudaybiyah et on se retravaille le reste. C'est ça que je pense. Donc, c'est un peu les coûts maintenant. Bon, comme vous comprenez quand je dis les coûts de la restructuration seraient sur les 2 ans à 3 ans à venir, mais après, les pays en ressortent où ils peuvent redémarrer, aller de l'avant, avoir la confiance des marchés. Souvent, politiquement, les politiques ne peuvent pas faire, quand les élections à venir sont dans 2 ans ou 3 ans, cette restructuration-là, parce que c'est des points clairs. Maintenant, ce serait peut-être quelque chose de compréhensible, je pense, hein, d'accepter le trade-off politique. Hein? Quand on ne peut pas venir aux politiques et leur dire, ah, mais écoutez, vous allez changer d'idée, non. Si c'était juste une situation, mais c'est une situation quand même vraiment, vraiment exceptionnelle, le cas du Sénégal. Exceptionnel, 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 on va le dire. Autant comment les statistiques avant et après ont changé, en tout cas dans notre rôle d'intellectuel, on ne peut pas juste dire, ah, mais on comprend les raisons politiques et parce qu'on est, je pense que pourquoi on sonne l'alarme, parce qu'on pense que les coûts, si ça ne marche pas, peuvent être très dévastateurs pour le Sénégal, mais on prie quand même pour que le Sénégal s'en sorte. En tout cas, depuis 1 an, c'est notre observation que les choses pourraient s'empirer. Mais, voilà. Désolé de vous couper la parole parce que comme vous devez nous quitter dans pas longtemps, du coup, on a décidé de céder à une suggestion qui est de laisser la parole à ceux qui souhaitent intervenir pour, pour discuter beaucoup plus et après les questions reviendront au fur et à mesure. Il y a Romain qui lève sa main et professeur, vu que vous nous quittez dans 35 minutes, il me semble, si vous pouvez synthétiser pour qu'on puisse faire le tour le maximum possible. Non, mais allez-y. Okay, merci. Bonjour, professeur. Donc, je vais vous poser une question qui, j'espère, ne va pas vous mettre en difficulté. Donc, la question, c'est, je voudrais savoir, selon vous, c'est la faute de qui si on se retrouve dans cette situation-là? Est-ce que c'est la faute du gouvernement qui a révélé une soi-disant dette cachée ou est-ce que c'est la faute de l'ancien gouvernement qui aurait caché cette dette-là? Parce que le marché, le mécanisme de marché, ça fonctionne en termes d'information. On nourrit le marché d'informations et le marché réagit à ces informations-là. Par exemple, si on regarde sur la slide que vous montriez tout à l'heure, vous avez un diagramme public debt vs interest payments qui montre le Sénégal qui serait un outlier. Mais en fait, sur ce diagramme-là, juste avant que le pays, que les autorités nous révèlent cette dette cachée-là, on serait dans la régression, en fait. C'est juste que sur l'axe public debt, on est passé de 80% à au-delà de 100%. Mais sinon, avant, on serait dans la régression de tous les pays de la zone subsaharienne. Donc, je voulais savoir c'est quoi votre avis. Est-ce que ils auraient pu juste être conscients de cette dette soi-disant cachée là et
à partir de ça, régler le problème en silence ou une bonne idée de révéler la dette? Merci. Vous avez le micro coupé. On ne vous entend pas. Le micro. Je voulais partager ce graphique tout en avec Google Meet, j'ai un peu de problèmes. Ouais, excellente question, Romain. Mais je veux... bon, ce n'est pas à moi de faire, de faire le truc légal de dire ce qui est qui. Mais en tout cas, la dette, et je vais utiliser le mot, hein, j'utilise le mot à bon escient, la dette cachée. OK? Je dis bien la dette cachée. Donc, la dette cachée, oui, elle existe, elle a été cachée. Tous les rapports, en tout cas, je parle du rapport qui parle de misreporting. Et quand on regarde les statistiques du Banque mondiale, il y a eu des déboursements qui n'ont pas été révélés, en tout cas. Donc ça, c'est la faute qui, bien évidemment, de ceux à qui devaient le reporter, mais qui ne l'ont pas reporté. C'est clair. Maintenant, pour répondre à votre question de façon complète, donc c'est eux qui ont contracté cette dette-là, oui, en effet. Et maintenant, quelle serait l'approche par rapport à ça? Bon, il y a des gens très raisonnants qui disent que bon, peut-être qu'il fallait ne pas l'annoncer et continuer dans ça. Moi, je ne fais pas partie de cet avis. Je ne fais pas partie de cet avis non plus de ceux qui disaient ah, mais on le révèle, mais on l'utilise de façon politique pour continuer à pointer du doigt les gens qui étaient là. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et ça nous a mordu le doigt. La meilleure stratégie, et c'est ce que moi je disais en aparté, ça c'est, et d'ailleurs, tu vois, c'est ce qui faisait juste naturel, c'est dès que tu le révèles, tu fais défaut sur le moment. C'est important quand même de dire, d'expliquer par exemple. On peut analyser pourquoi, quand cette dette cachée a été révélée, ils n'ont pas, l'administration n'a pas dit on ne doit pas repayer cette dette. Parce que ça serait catastrophique. Si c'était dire cette dette, parce que cette dette cachée, la plupart était une dette au niveau de notre banque locale, ok, c'est au niveau de banque régionale. Donc, encore comme je vous ai dit, refuser de repayer cette partie-là directement, c'est rendre les choses pires. Ça peut créer une crise pour ces banques-là, etc. Mais si tu disais on doit faire une restructuration de la dette globale, dans ces restructurations-là, il est compris que les gens qui prennent le premier coup, c'est le marché international des eurobonds. Le marché régional, le FMI, dans ces discussions-là, souvent prend le marché régional comme le marché d'émission de la dette du CFA. Donc, tout le marché régional serait insulé sur ça. Donc, une restructuration à ce moment-là serait la meilleure solution. Mais on ne l'a pas fait. Un an après, maintenant, on ne peut plus se poser juste la question de qui est le fautif ou qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais comme je le dis à beaucoup de mes talks, on est face à un mur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, bon, nous, en tout cas, c'est notre souhait. Hein. On veut du succès à toutes les administrations, que ce soit celle d'avant ou celle d'ici. On dit juste les choses, en tout cas parce que notre position nous permet de le dire pour que les Sénégalais puissent le comprendre. Voilà. Ok, merci. J'ai répondu à votre question, Romain. Donc, je ne pense pas que le cachet continu serait... Parce que les montants étaient trop élevés. Si c'était... Oui, il y a souvent des dettes cachées d'un montant plus faible. Bon, après, mais là, c'était juste un montant trop élevé pour en sortir avec des trucs sous la table. Sauf si on continue juste sur les mêmes
chemin opaque, mais bon, il y avait quand même une volonté ressentie de rupture qu'on apprécie en tout cas, une vraie rupture, c'est ce dont on a besoin. Et donc, je pense que c'était pas, à mon humble avis, continuer mais on pourrait faire défaut sur le moment. Ouais. Ok, merci Merci, beaucoup. Romain, tu veux... Ok. Non, C'est bon? Fatoumata, tu as la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, je pense que j'ai une question puis une autre qui peut ne pas être une question, qui peut être plus une contribution, mais peut-être ça va être en anglais. D'abord, là, juste parce que le vocabulaire. La première question, ça va être le fait que l'ECAF, la zone de libre-échange, qui va, qui est lancée depuis un moment, mais qui n'est pas encore opérationnelle, bien sûr, comment est-ce qu'elle peut contribuer à faire tomber les barrières régionales et stimuler l'économie? Est-ce que ça peut être vraiment quelque chose qui va aider? Sinon, quelles sont les barrières politiques et économiques au niveau interne au Sénégal que vous pensez que font en sorte que le Sénégal n'est pas encore prêt pour euh, fully take advantage of that new initiative. La deuxième chose, c'est de dire que although I was not against the fact of revealing the debt cashier, I think that was it a good thing from a purely political economy lens, since I think it scared maybe the investors in a period where we needed to stimulate our economy. I think that was used mainly as a weapon. And what to me, as a citizen, I really appreciate transparency and I want to know what's happening in their deep state circles. But I still believe that maybe it was not a good idea because it could scare the investors, and we really did need them. So at that point. Donc, je sais pas si ça a été une bonne idée de le faire. Merci, Fatmata Binta Diallo. Sur votre deuxième question, pour juste segouer avec la première question qui était venue, En substance, c'est sur la conférence de presse, on va l'éteindre la peine. Hein? Donc, la conférence de presse et ce qui a entouré la révélation. Oui. Je pense en substance, est-ce que ça en valait la peine par rapport aux réactions des marchés? Non, j'ai dit, c'était pas une bonne idée de l'utiliser à des fins politiques pour macérer, ok? Ça, c'est clair. Et ça nous a mordu, ce que j'ai dit, parce qu'après. Maintenant, parce que ce qu'il fallait faire, c'est de l'utiliser à des fins justement, de voir comment s'en sortir. Mais je pense qu'il y a manqué là-bas un peu de projection sur l'avant. Mais le deep state, vous savez, dont vous parlez, Madame Diallo, est la raison principale dont il ne fallait pas le gérer de façon deep state. Donc, si en fait, justement, c'était quelque chose qu'ils avaient montré au FMI de façon un peu en dessous de la table, il y aurait peut-être à ce moment-là, ce serait juste la restructuration qui s'entame, hein, et on pourrait voir comment en sortir. Mais bon, ma vision est que cette dette-là ne sera pas la dernière dette, crise de la dette qu'on aura. Et donc, il est important que les bases de transparence soient créées, non pas pour juste sortir de cette crise-là, mais pour qu'elle ne se représente pas de façon si systémique. Donc, il fallait sortir du deep state, en effet. Et pour cette raison-là, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on devait évidemment annoncer et dire tout de suite qu'on va y remédier tout de suite parce que, voilà, ce n'était pas notre faute. Mais juste dire que, ah voilà, et après l'utiliser pour après à chaque fois commencer toute chose par voici comment dire, le diagnostic et ne pas trouver une solution
pour 1 an et demi. Bon, ce qu'on est en train de faire toujours, hein, je trouve que continuer, en tout cas, de dire que la dette est soutenable, alors que les marchés montrent clairement, même si vous prenez nos eurobonds qui ont rebondi un peu, la façon dont ils sont priced montre que les marchés suggèrent que notre dette n'est plus soutenable. Et donc moi, je ne suis pas ni de l'un ou de l'autre. Je pense que, bon, après, voilà, donc, je pense quand même, c'est très bien de discuter peut-être comme j'en revenais au souverainisme qui planifie. Il faut qu'on voit maintenant où on en est. Il faut qu'on voit où on en est. Et on ne doit pas être défaitiste. Il y a toujours des choses à faire. Moi, je vous dis que la chose qui est dangereuse, c'est qu'on ait une crise bancaire. Et il faut qu'on s'assure que ça ne se produise pas. Voilà. Merci beaucoup. Mohamedou, tu as la parole. Bonjour, professeur. Merci Bonjour. beaucoup pour votre beau exposé. Alors, j'avais une question. En fait, j'entends souvent parler en fait d'une problématique autour des TRS, des TRS. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer, genre, c'est quoi la problématique autour de ça? Ensuite, j'avais une deuxième question. Si vous, demain, vous étiez ministre des Finances, par exemple, demain matin, Sonko ou Diomaye vous ministre des Finances, quelles seraient vos 3 premières décisions prioritaires, en fait, disons, pour essayer de solver cette situation? Merci. OK. Merci beaucoup. Excellente question. Alors, tout d'abord, quels sont les Total Return Swaps? Total Return Swaps, pour résumer, ce sont des instruments financiers dérivatifs qu'on utilise afin que des investisseurs qui ne sont pas dans la zone UEMOA puissent acheter de la dette sénégalaise ou être exposés à la dette sénégalaise, mais en ramenant leurs fonds à eux et en l'achetant par l'intermédiaire des banques ivoiriennes, sénégalaises, togolaises. Chaque fois qu'on parle d'instruments financiers, les mécaniques sont compliquées, vont être compliquées, et ça peut aussi cacher des risques. Donc, ce qui est important de savoir, c'est juste ces éléments-là. S'agissant de qu'est-ce que ferait le ministre des Finances? Bon, déjà, nous avons des ministères très compétents. Nous, notre rôle est un rôle d'académiciens, d'indépendants et neutres qui peuvent, en tout cas, éclairer les citoyens. Nous sommes où nous sommes et on rend grâce à Dieu de ce qu'on fait, de nos activités, et on s'en doylu, comme on dit en wolof, ni en anglais ni en français. Toutefois, ce qu'on suggérerait, ce qu'on conseillerait au ministère des Finances, ce serait 3 choses. D'abord, 1, prendre son téléphone, appeler les ministres des Finances du Ghana et ministre des Finances de Zambie qui ont dû faire des restructurations et discuter avec eux, échanger de leur expérience et comprendre avec eux, avoir leurs équipes techniques travailler avec eux. Même s'ils n'annoncent pas, commencez avec les FMI à travailler sur si on allait restructurer, quelles seraient les conditions que vous allez mettre, nous allez nous demander. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, je n'ai aucune indication que ces discussions ont lieu. Parce que il faut, tu vois, quand on dit que la dette est soutenable, on ne peut pas la même personne ne peut pas maintenant aller
et, avoir ces échanges-là. Donc, il faut peut-être qu'ils envoient des personnes qui peuvent avoir ces discussions-là. La deuxième chose, c'est rendre public le rapport Mazars dont on parle. Parce que ce rapport-là, c'est très étrange qu'il ne soit pas public. Bon, ce rapport a un peu les mêmes conclusions. Il semblerait que le rapport de la Cour des comptes, mais il faut le rendre public. Et ensuite, bon, troisièmement, je pense qu'on ne peut pas. Bon, en tout cas, le ministère des Finances, en tout cas, fait bien son rôle en ne disant pas que le FMI est notre ennemi, etc. FMI, une institution qu'on peut critiquer, hein, mais pour des raisons qui vont au-delà du Sénégal, du cas du Sénégal, justement. Mais juste raffermer, en tout cas, nos liens avec le FMI et aussi, diversifier nos partenariats et être l'ami de tout le monde dans un monde fragmenté, être l'ami pas de tout le monde, pardon, de tous ceux avec qui on partage les valeurs, quoi. Et, et pour le reste, avoir des relations diplomatiques cordiales. Le Sénégal fait ça très bien. Je voulais rebondir sur la question également ici du ZLECAf de Madame Diallo que j'avais complètement oublié. Excusez-moi. Question extrêmement importante et c'est important qu'on puisse avoir ces discussions économiques. Alors, avant la ZLECAf, Madame Diallo et Monsieur Ba, il y a là où on est dans une zone de commerce, CEDEAO. Cette zone-là, elle a un potentiel exceptionnel. Il faut la regarder dans ce qu'elle peut faire pour le commerce. Mais le problème, c'est que on a une institution qui, au final, a eu un mandat, on va dire, qui est devenu de plus en plus difficile à implémenter. Au-delà juste de voir comment les gens, on peut faciliter le commerce et le libre-échange, le libre déplacement des biens et des personnes, ce qui s'est passé aussi qu'il y a eu des problèmes de sécurité. Et donc, quand il y a eu des problèmes de sécurité, cette même CEDEAO-là a pris le mandat de sécurité également pour s'assurer la sécurité, ce qui est compréhensible. Il y a eu un troisième mandat maintenant, qui a été celui de, quand il y a des problèmes de sécurité, que les militaires prennent le pouvoir quelque part. Et donc, quand il y a des coups d'État, cette institution aussi réagit. Donc, c'est un mandat on va dire, de gouvernance. Mais cette institution maintenant a une crise de crédibilité. C'est celle du fait que, par exemple, quand les mêmes présidents-là veulent faire 3 mandats, 4 mandats, cette institution ne dit rien. OK? Mais quand il y a un coup d'État, hop, nous condamnons fermement. Moi, je pense qu'il faut le ramener à ses origines. Il y a ce qu'on appelle institutional creep en anglais. Des moments qu'on a beaucoup de mandate creep, pardon. Des moments qu'on a beaucoup trop de mandats, il est difficile d'en faire même un. You are trying to catch too many rabbits at the same time. Tu es en train d'attraper plusieurs lèvres à la fois. On se focalise sur le mandat de commerce et on le fait très bien. Et vraiment, ça a un gros potentiel. Pourquoi je dis ça? Parce que le Sénégal a été choisi pour être à la présidence de la commission de CEDEAO. Maintenant, il faut que ce soit pas juste cérémonial. Il faut que le Sénégal puisse jouer un rôle de leadership sur ce point-là afin qu'on remette ça sur le point. Pour ça, je vous invite aussi, j'ai écrit quelque chose sur 5 points de comment la CEDEAO peut jouer le rôle, ramener la CEDEAO à l'économie. Je pense que si vous tapez mon nom et CEDEAO, peut-être vous allez le voir, c'est publié dans les journaux. Merci beaucoup, professeur. On va donner la parole à Eliman après le passage de Mme Djalou et de M. Ba. Merci. Oui, bonjour à tous, bonjour professeur, merci pour l'exposé.
Moi, j'ai une petite question qui va concerner les stabilisants de swap, en fait. Sans vouloir rentrer dans la technicité du truc, je pense qu'il est possible que le Sénégal fasse défaut juste à cause des TRS. Mhm. Le papier de Bank of America dit qu'il y a à peu près 1000 millions de dollars d'USD qui sont en exposition, qui sont surcollatéralisés avec de la collabilité du côté des banquiers. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les banquiers peuvent... Parce qu'en fait, dans ce TRS-là, le Sénégal est en train de payer la total return sur les obligations qu'il a mis en collatéral. Ça veut dire qu'on paye les variations des obligations et on paye des coupons sur ces obligations-là. Donc on paye tout quasiment. Et on reçoit de l'argent à un taux X. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à la fin, si les obligations continuent à décrocher, après toutes les déclarations du ministre, qui à chaque fois où ça bouge, on voit les obligations décrocher, si ça continue, on peut se retrouver dans une situation où des banques vont coller ces TRS-là, donc vont arrêter le deal. En tout cas, je ne connais pas la term sheet des TRS, mais ce que je sais, c'est que de leur côté, ils ont des features assez exotiques où en fait, ils peuvent coller ou arrêter ces deals-là. Et on va se retrouver dans une situation où en fait, le Sénégal fait face à un risque de liquidité accru, tout en considérant le déficit structurel de 26% de financement qui existe sur les lois de finances globales en fait du Sénégal, qui est structurel. Et en plus, devoir payer 1000 millions USD tout de suite à des banquiers. Et ça c'est dans le cas où il n'y a pas d'appel de marge, on est straight, on coupe le deal, tout de suite, on paye, en fait. Et donc, on parle de reprofilage de la dette, on parle de restructuration, etc. Mais peut-être qu'on n'arrivera même pas là, en fait. Peut-être qu'il y aura un call tout de suite, et tout de suite, le Sénégal devra payer 1000 milliards de dollars, tout de suite, 1000 millions de dollars tout de suite d'un coup. Voilà, ça c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est sur le rationnel même de la révélation de la dette. Comme je l'ai écrit dans les commentaires, moi je pense qu'en 2008, si le marché immobilier américain ne se retourne pas, on peut toujours dire que oui, c'est parce que tout le monde a vendu sa maison. Mais si le marché immobilier ne se retourne pas, personne ne révèle que les CDO sont mal pricés. Il n'y a pas de crise en fait. Il n'y a pas de crise financière, il n'y a pas de crise économique. En 2011, Mario Draghi sort en une phrase et dit on va détendre les marchés. C'est pas exactement la phrase, mais la phrase c'est on ne laissera pas la Grèce tomber, peu importe ce que ça coûte pour l'Europe. Il n'y a plus d'histoire. Si jamais le Sénégal ne fait pas état de ce qui se passe et continue à payer ses échéances, il n'y a pas de défaut sur sa dette, il n'y a pas de spread sur les coûts de financement, le programme avec le FMI sont en place, et donc les institutions multilatérales continuent à faire du crédit concessionnel, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a aucune histoire. Je ne parle pas de morale, je parle d'efficacité. Il n'y a aucune histoire. On peut parler de morale d'organisation politique et économique du pays, oui, mais pour moi, des gens ont préféré leur élection législative, ont préféré leur mandat, parce qu'au final, on va dire que c'était un mandat mauvais. Et même l'austérité dont on parle, elle est déjà en place. Il y a déjà une austérité qui est en place. On aurait pu la faire sans tambour ni trompette et continuer à payer les échéances de crédit sans faire défaut. Et on n'en serait pas là. Enfin, c'est les deux points que j'avais. Ouais, bon, merci. Merci, monsieur Ignan. Bon, je pense qu'il s'agit peut-être même de quelqu'un, en tout cas des marchés qui parle, je ne sais pas. Mais bon, d'abord, quand vous dites que oui, les TRS, on ne peut pas, il se peut qu'on ne repaie pas. Moi, je dis toujours que souvent, tu vois, la meilleure question très simple, c'est l'ingénierie financière, ça ne peut pas résoudre ce n'est pas de la magie, quoi. L'ingénierie financière ça peut aider à avoir un bon sharp ratio, mais ça ne peut pas résoudre les problèmes fondamentaux. Et oui, donc quand tu dis que oui, on peut se retrouver, selon votre analyse, je ne sais pas, peut-être vous êtes dans les marchés, vous avez accès à des données privées. Selon votre analyse à vous, je ne sais pas quelles sont vos positions également. Non, c'est public en fait, c'est public, c'est-à-dire que la BOFA, il y a un papier de Bloomberg qui dit que la BOFA. Oui, j'ai lu le papier de la BOFA. J'ai lu le papier de la BOFA. Bon, je suis d'accord sur certains points pour eux, moins sur d'autres points. Il faut comprendre aussi que beaucoup de BOFA a peut-être une position aussi, short ou long, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien dire que chaque partie doit check ses positions, quoi. Parce que les gens qui parlent dans le marché aussi ont des intérêts de marché.
Et bon, je ne sais pas, en tout cas, bon, où vous êtes, mais en tout cas, je peux dire, en tout cas, que le total return swap, oui, en effet, on peut se retrouver dans une situation très simple. Hein. Quand on fait défaut, c'est soit le total return swap, soit autre chose. Là, on sait très bien que même quand je quittais le Sénégal, il y avait les grèves des étudiants. La France vient d'envoyer un émissaire, des entreprises parlent d'arriérés. En principe, donc, il y a des défauts partiels qui sont déjà en place. Donc, oui, c'est possible de là. Maintenant, quand vous avez parlé de révélation, et vous avez donné l'exemple de la crise the Great Financial Crisis de 2004-2007. Ce que je dis toujours, c'est que souvent, on oublie la notion d'équilibre. C'est quand vous dites, ah, mais s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de crise. Ce qui déclenche une crise, c'est juste, tu vois, c'est comme si tu me dis, ah, mais si, tu dis, il y a les forêts de Californie, il y avait les forêts devenaient de plus en plus vulnérables. La personne qui a fumé son tabac et a jeté, c'est pas lui qui a déclenché la crise. C'est ce forêt-là qui s'est asséché, qui est devenu de telle sorte qu'il pourrait y avoir juste aussi quelqu'un qui boit une bouteille de coca, un verre qui tombe, ça concentre la lumière et après il y a le feu qui part et il y a une crise. Donc, moi je ne pense pas, hein, je ne suis pas juste de cet avis-là que les marchés c'est juste animal spirits et que, tu vois, Mario Draghi is the head, c'était le head of the European Central Bank. Quand il dit, we will do whatever it takes to defend the, euro, là, les marchés réagissent, oui, parce qu'en effet, il a la marge. Déjà, ils ont une politique monétaire active. And that forward guidance peut marcher. Nous, notre banque centrale, c'est juste une gestion de PEG. Donc, si, oui, on ne révèle pas quoi que ce soit, oui, les choses s'améliorent, OK? Mais maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? On est déjà sur un chemin où je vous disais qu'on est en déficit de toute façon. Si on suit le programme qui était en place, et d'ailleurs, je trouve qu'on doit avoir des programmes qui donnent plus de place à l'éducation et la santé, ce serait clair qu'on aurait quoi? Un déficit. Quand on a un déficit et qu'on a une dette à 30%, donc on va faire quoi? Ça va augmenter. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que délayer quelque chose qui est inéluctable, en fait. Donc oui, en effet, ça a été utilisé à des fins, comme vous dites, l'utiliser à des fins pour dire, ah, regardez, pointer du doigt, c'est ça le problème. Mais quand ça a été découvert, oui, en effet, il fallait échanger autour d'une table avec les personnes, mais ça devait être quoi? Oui, c'est une situation, on peut l'appeler d'une autre façon si vous préférez pour ne pas faire peur au marché, mais une situation sur laquelle on devait faire défaut. Je ne pense pas encore. Et s'il y a eu un peu, bon, ça, là, on sort un peu du cadre où je parlais des gens du marché. Il y a aussi une autre idée qui fait un peu plus face. En fait, ce que je parle, ce n'est même pas une question de morale, c'est une question juste, en tout cas, d'économie. C'est que les gens qui pensent que, ah, mais la dette, c'est gratuit, les pays souverains peuvent juste, du moment qu'on a la confiance du marché, c'est suffisant. Bon, ce n'est pas le cas. On a la situation du Japon qui galère beaucoup, qui a une dette sur PIB beaucoup élevée, mais qui sur plus de 20 ans galère. Bon, ils ont cru avant, mais on ne peut pas se retrouver dans une situation de Japon au niveau, déjà on doit avoir 10% de croissance tous les années pendant 20 ans pour s'en sortir. Donc, ce n'est pas juste gratuit de dire que, ah, mais peu importe le niveau de la dette, it's good. Moi, je pense qu'il y a des idées là maintenant de MMT qui sort, Modern Monetary Theory, et pour moi, je pense que on doit être très, en tout cas, discipliné sur la question de la dette, de prendre de façon concessionnelle, whenever possible, et après, venir sur le marché des eurobonds uniquement pour les nécessités. Et après, le reste, c'est quoi?
ces nécessités-là, l'utiliser pour vraiment avoir un cadre privé, un marché, le secteur privé, that is vibrant. Voilà. Bon, vu que j'ai parlé plus que, je devais laisser aux gens de poser des questions. Et merci, Monsieur Merci. Léon, Madame Diallo, Monsieur Ba, à tous pour vos questions. Hein. Je vais laisser encore, Juste je vais laisser un peu, 5 un peu minutes. plus du moment qu'il y a des Ok. questions. Ouais. Aïcha, tu peux y aller et on terminera par Mohamed Fall. Oui. Du coup, moi, la question, je vais essayer d'être très succincte par rapport à ça. Donc, on a un débat actuellement sur une dette cachée. Je vais juste reprendre ma casquette d'auditrice. Mais selon moi, une dette ne peut pas être cachée si ce n'est pas volontaire. Donc, de ma compréhension, c'est qu'il y a eu un manque d'exhaustivité de la dette sénégalaise dans ce qui reflète sur les états financiers. Donc aujourd'hui, comment retrouver la confiance des investisseurs? Parce que si ces montants ont été cachés de manière volontaire, comment aujourd'hui on arrive à retrouver la confiance des investisseurs? Notamment, on parlait du rapport de Mazars qui n'a pas encore été publié. De mon opinion, je pense que peut-être ce rapport soulève peut-être d'autres sujets. Donc aujourd'hui, à date, comment retrouver cette confiance? Merci, Madame Ndiaye. Oui, bon, un des éléments que je voulais faire ressortir ici, c'est qu'il se peut qu'on ait, après que cette crise soit résolue, d'autres crises dans le futur. Et donc, c'est ce qui est essentiel, pourquoi il faut profiter de cette crise-là pour mettre en place les bases pour qu'elle ne se reproduise plus. Et là, c'est un travail d'auditrice, c'est un travail de personnes dans le milieu, on va dire, plus légal, travail d'avocat, etc., de demander ce rapport et aussi, surtout, d'étudier qu'est-ce qui a dans nos processus légaux a permis ce qui s'est passé. Et pour retrouver la confiance, en effet, un des points que le FMI mentionne, hein, c'est aussi de comprendre comment ceci s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Et on met aussi dans notre rapport à responsabilité de FMI, qui, quand ils ont un pays sous programme, hein, doivent avoir les informations, mais ils ne l'ont pas eu. Et je pense que ce n'est pas uniquement comment, en tout cas, je pense que, bon, pour être clair, hein, quand tu dis comment, comment dire, c'était quoi le mot déjà, le marché, comment, Donc la confiance. ouais, comment retrouver la confiance du marché, comment retrouver la confiance du marché. Je pense que tous les intellectuels du marché que le Sénégal devait parler, déjà, je suis presque convaincu, je n'ai aucune information privée, mais je suis presque convaincu qu'ils demandent le rapport Mazars. Ça, bah, parce que eux, c'est les gens du marché, tu vois. Ils ne rigolent pas, c'est de l'argent. Pour eux, ce qui compte, c'est est-ce qu'ils vont être payés sur l'échéance qu'ils vont faire le truc. Maintenant, Okay, merci. Il faut qu'on demande ça à nous également et que voilà, et que les conditions ne se retrouvent pas. Voilà. Ok, merci beaucoup, professeur. Mohamed Fall, si vous pouvez aller vite, on va clôturer. Vous avez la parole. Mohamed Fall, si vous nous entendez. Okay, bon, il a baissé la main. Eliman, est-ce que tu souhaitais rebondir, il me semble? Oui, moi j'avais une question pour le professeur en fait. Aujourd'hui, quand on lit le rapport de la Cour des comptes, il dit que structurellement, dans toutes les lois de finances qu'on va faire, on a un déficit de 26%. Est-ce que vous considérez que ça, c'est grave? « 26%, ce n'est... Alors, 26%, ça,
Donc, vous voulez dire, est-ce que vous pouvez être plus clair? Donc, vous allez dire... Non, dans le déficit structurel du Sénégal, à chaque année, à chaque fois qu'on va faire une loi de finances, on va regarder, on va essayer de financer 26% de notre PIB. 26% de notre PIB, on ne peut pas retrouver sur chaque année. Voilà, sur chaque année, on va essayer de trouver ça parce qu'on vit à découvert quasiment, de 26%. Oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est grave de se retrouver à découvert de 26% de manière continue? Et puis, deuxièmement, je vais en profiter pour faire passer une deuxième question. C'est que si on est à découvert de 26% et qu'on a recours au marché local à chaque fois, quand on regarde la note de Moody's qui dit que la raison pour laquelle Moody's a dégradé le Sénégal récemment, Moody's ou Fitch, je ne sais plus, une agence de notation, je lisais la note et disait que potentiellement le gouvernement sénégalais continue à s'entêter sur cette voie-là, à emprunter sur ces marchés-là, avec des taux à 7-9% sur les tranches des obligations les plus élevées. Donc, on considère donc qu'on est en train de s'endetter à des taux beaucoup plus élevés que ce qu'on devrait faire. Ouais. Et sachant que ce taux d'endettement-là, cet endettement-là, au-delà du principal et du remboursement de la dette cachée, si on continue sur cette stratégie-là, on va aussi financer le déficit structurel à ce taux-là. Ce qui veut dire qu'en fait, continuellement, on va être sur un financement cher pour un déficit qui est subsistant, qui ne va pas bouger, qui va rester là. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut raisonnablement soutenir cette stratégie-là en disant, OK, on va continuer à emprunter sur ces marchés-là, à ces taux-là, et en fait, ne jamais regarder les spreads qu'on a simplement parce qu'on a révélé cette dette. Je dis pas que les marchés sont décorrélés à l'économie réelle. Enfin, je ne défends pas ça. Je défends juste le fait que si jamais on a des spreads qui sont bas sur le coût de financement et qu'on peut continuer à emprunter à ces spreads-là, mais pourquoi on ne le fait pas? Mais parce que là, vous parlez... Non, déjà, je pense que... Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait dit. Vous parlez juste d'une partie. C'est quoi? Donc, le déficit de 20%, ça serait pour... Parce que quand vous me dites le déficit de 20%, c'est pour avoir un target de qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait notre primary account deficit. Oui, dans la loi de finances initiale. Oui. Ouais. Donc, le primary account deficit, donc tu dis que il y a 20%, parce que pour qu'on soit à 0%, pour qu'on soit en surplus. Yes, flat. OK. Now, pour qu'on soit déjà, je dis, être en surplus uniquement, ça préclude que le marché accepte que notre équilibre actuellement de 120 est l'équilibre à garder sur le long terme. Je ne pense pas que c'est le cas, que cet équilibre-là est l'équilibre à garder. Évidemment, on ne va pas revenir à 70%. OK? Mais il faut une stratégie, en tout cas, qui réduit le déficit. Donc notre coût, donc notre dette sur PIB va augmenter. Mais ce dont tu parles, toi, résout le problème, une partie. Quand je parlais du flux, OK, de notre déficit qui s'accumule. Mais je pense que notre déficit ne s'accumule pas uniquement à cause, monsieur Niang, de l'intérêt, du taux d'intérêt qu'on va repayer. Mais ça s'accumule à cause de problèmes structurels comme le fait qu'on a besoin. Vous savez, il y a des projets qu'on a mis en place qu'on n'a pas terminés. On avait des projets qu'on devait créer à partir de notre propre pétrole, un réseau gazier et avoir notre gaz à nous, l'électricité et tout ça moins cher. Ça, c'est des investissements, par exemple, qu'on devrait terminer. On n'a pas besoin de subventions de l'électricité. Je pense que ces problèmes-là, en fait, si on ne les résout pas, on sera dans une crise de la dette dans 20 ans. Donc, ce que vous dites, vous, c'est, oui, est-ce qu'il nous faut coût de repaiement de la dette qui, évidemment, dont l'intérêt joue beaucoup, for which interest plays an important role, that's what I meant. Est-ce qu'il ne faudrait juste pas minimiser ça? Oui. Dans le marché local, c'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on regarde pas uniquement les montants qui sont demandés à être repayés, quand il y a l'échéance de mars, les montants qui sont collectés, mais à quelle échéance et à quel taux. Mais je vous dis que je pense uniquement que, bon, si, en
en fait, si on cachait les choses et après qu'on n'a pas cette prime de risque qui augmente, qu'est-ce que vous voyez? Vous pensez qu'on aura juste l'année prochaine, on aura officiellement, dette sur PIB 75%? Non, je pense pas ça. Ce que je pense, c'est que si jamais. Parce que moi, ce qui peut se passer, le pire qui peut se passer, c'est une politique d'austérité. On n'investit pas, on n'a pas de croissance. Et cette politique-là, pour moi, elle est déjà en place. Oui. Le gouvernement le presse. Non, mais c'est pas le pire qui peut se passer. Oui, bon, après, il y a le défaut, mais voilà. Ouais, il y a. Oui. Donc, non, mais quand tu parlais du défaut des TRS, c'est juste. Donc, bon, je vous invite à lire. Est-ce que vous avez lu notre rapport? Avec M. Kessler? Oui. Non, pas encore. Je vous invite à le lire parce que on va sur les chemins en détail, on parle de tout ce dont vous dites, mais je trouve juste que notre différence entre la position, en tout cas, c'est qu'il faut avoir pour nous une vision globale de l'assiette. Et cette vision globale-là, c'est on ne pouvait pas s'empêcher à mon avis, à mon humble avis, on peut, à part faire défaut, mais à part, en tout cas, faire une restructuration une fois qu'on l'a découvert, mais comme vous savez, en fait, quand c'était découvert, le fait de dire on ne l'annonce pas, mais on ne repaye pas, c'est-à-dire on ne repaye pas les banques sénégalaises, et ce serait dramatique. Mais faire une restructuration sous la table sans que le marché ne sache pas, ça, c'est difficile, parce que il y a beaucoup de parties qui sont, il y a beaucoup de parties en place qui sont là. Et comme vous parlez les marchés réagissent par rapport à l'information, vous l'avez même vu, hein, quand je vous ai montré, par exemple, le MBIG spread, Emerging Markets Bonds spread, ça a monté énormément avant même que le Premier ministre annonce publiquement que le Sénégal ne voulait pas faire restructuration. Ce qui suggère que cette information-là était peut-être publique avant que ce soit dit. Donc, je pense que, bon, je trouve quand même qu'il serait difficile que s'il ne l'avait pas annoncé, le marché aurait pu avoir, à partir de, on va dire, Little Fingers Network of Whisperers, des informations sur ça et réagir en conséquence. Mais quand même, oui, on est d'accord. En tout cas, bon, moi, ce que j'invite tout le temps les Sénégalais à faire, c'est de se demander, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de ressources. C'est là où on en est aujourd'hui. Hein? Parce que nous là où tous les 28 qui sont dans ce col ou moins, personne de nous, je pense, n'est politique ou politicien. Donc voilà, donc les politiques, eux, ils peuvent jouer l'un disent, il n'y a pas de dette cachée. L'autre dit, mais il y a une dette cachée, c'est la faute aux autres. Nous, c'est ceux à qui on a donné le mandat actuellement, qu'est-ce qu'ils en font? Bon, vous avez peut-être raison, donc pour terminer, hein, je ne connais pas, je ne suis pas, j'ai pas la science infuse, vous avez peut-être raison. Au final, d'autres personnes aussi ont peut-être raison. Mais là où on en est aujourd'hui, là, notre rapport essaie de dire quels sont les enjeux. Et je voulais surtout dire, hein, bon, parce que ça, c'est important de le dire. Je pense que le Sénégalais a eu une maturité politique en 2012, en 2024, de dire, écoutez, tout le monde en a parlé. On ne va pas faire de troisième mandat. Tout le monde, c'est ça qui nous fait la fierté. Et je pense que les Sénégalais maintenant peuvent avoir une maturité économique et ils l'ont. Nos discussions, en tout cas avec les citoyens, montrent que les gens maintenant commencent à parler de cette dette-là. Et vu que nous n'avons pas les instruments, comme ils l'ont dans d'autres pays, que quand une dette se fait, que ce soit présenté au Parlement, même si légalement c'est ça de jure, mais de facto, on voit bien que ce n'est pas le cas. Comme les États-Unis également actuellement là retrouvent les mêmes problèmes, que leur président ne respecte pas son congrès ou autre, et qu'on a même besoin d'entreprises privées parfois pour le faire face, le citoyen, je pense, a son mot à dire sur
quels sont les arbitrages à faire sur cette question de la dette et que les citoyens peuvent demander qu'il y ait même des assises de la dette. Hein, parce qu'il y a des arbitrages à faire. Qui va faire ces arbitrages? Est-ce qu'on va faire des arbitrages pour ses amis et laisser les autres galérer? C'est ça, maintenant, là où on en est. Excellente question sur le diagnostic, mais vraiment, je veux qu'on parle du chemin en avant. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les réponses. C'était un plaisir. Merci, Le l'imam. plaisir est partagé. Alors, professeur, je ne sais pas si vous avez encore, disons, 3 minutes. Est-ce que Mohamed est toujours là? Oui. Allons-y. Ouais. Est-ce que vous pouvez être succinct et voilà. Oui, ce sera rapide. On vous laisse là. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que j'ai entendu parler de restructuration, j'ai eu l'impression que c'était un piège. Du coup, je veux savoir qu'est-ce qu'on a à perdre à ne pas faire cette restructuration. Merci. Allez-y. OK. Alors, c'est très simple. Je pense que j'ai essayé de le dire en mots clairs, mais je vais le dire en mots même plus clairs. Si on fait une restructuration, vous savez, comme Trump qui a été élu par Make America Great Again, il y a une plateforme, c'est une plateforme qui dit que voilà, on est anti-système et tout ça. Je pense quand même qu'il est très clair que, bon, peut-être que nos dirigeants savent que une restructuration, ça ne veut pas dire que, voilà, que c'est une honte ou qu'on est sous le joug du FMI. Mais pour en tout cas, comme on dit, pour les populations, ça pourrait être perçu comme tel. C'est quoi? On va parler de discussions d'échanges entre le Sénégal et ses créanciers, des valises, des échanges de droite à gauche. On va mettre des conditions en place pour le Sénégal qui ne pourra pas investir, qui ne pourra pas faire ses dépenses de la façon dont elle veut, juste pour sécuriser un programme avec le FMI. Maintenant, ça, comme je dis, dans les années 90, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Beaucoup d'erreurs. Le FMI a trop misé sur quoi? Libéralisation, coupe, on vire les enseignants, hein? Parce que ce n'est pas des dépenses, c'est des dépenses de salaire. On n'investit pas dans l'éducation et la santé pour les repaiements. On est déjà dans une austérité. Ce serait une austérité déclarée de façon publique. Quand les choses sont publiques, d'habitude, ce n'est pas politiquement très bien perçu politiquement. Parce que, voilà, c'est comme on dit, l'empereur, c'est comme la métaphore de l'empereur qui se pavanait et qui disait qu'il portait un veste en or, mais l'empereur était nu. Tout le monde disait ça, mais personne avait peur. Tout le monde voyait, mais tout le monde avait peur de dire à l'autre. Hein? Bon, quand quelque chose n'est pas common knowledge, comme on dit, hein, ce n'est pas toujours dans le conscient politique et donc on peut y aller. Donc c'est comme si ça n'existait pas. Mais si dans l'empereur nu, c'était un petit enfant qui a pointé du doigt et dit « Ah, l'empereur est nu » et tout le monde donc a pu maintenant dire ça de façon réelle. Donc ça, ce que ça ferait quoi? Ça rendrait de façon publique, un common knowledge à tout le monde, en tout cas qu'on est dans une situation d'austérité et que le Sénégal fait défaut. Mais ça ne dure que 2 ans. Voilà, ça durerait moins de temps. Non, 2 ans ou bien?
Bah, En général. le Ça plus dur dépend. pour le face, je vous ai donné l'exemple de pays. Pour certains, beaucoup de pays, maintenant, ça dure 2 ans, ouais. Ouais. Ok, merci. Voilà. Maintenant, comme vous savez, dans 2 ans, on a des élections et tout ça. Au C'est revoir. ça. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Moi, je m'en vais juste parler d'un petit point. Je vous dis que, OK, on est face à une telle urgence qu'on oublie peut-être cet aspect du dysfonctionnement ou des anomalies qui ont eu lieu. Et c'est pour revenir à la publication du rapport de Maga, parce qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'on ne met pas devant leurs responsabilités les hauts fonctionnaires qui sont à la direction de la dette publique. On n'en parle pas. On fait comme s'il n'y avait rien, alors que c'est à ce niveau qu'il y a eu peut-être des problèmes. Le rapport de la Cour des comptes est sorti, le parquet financier a fait ses arrestations, etc., enfin, ses convocations. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui a été vu? Qui sont les personnes qui ont été arrêtées et quels sont les plans d'action qui ont été mis en œuvre afin que ça ne se reproduise plus? En fait, on ne parle pas des... Qu'en est-il des fonctionnaires du ministère des Finances? Je pense que c'est une question qui est occultée. Peut-être c'est par mesure de non-priorisation parce que voilà, il faut trouver une issue de sortie, etc. Mais si on trouve des solutions et qu'après le même système est encore là, les choses n'ont pas été corrigées, bah bien sûr que d'ici quelques années, on se retrouvera dans un truc. On a tout ce qui est disponible pour aller vers ça, le rapport de la Cour des comptes, le rapport de Maga, etc. Mais jusqu'à présent, j'ai comme l'impression qu'il y a un bruit de tintamarre au début et après, à la fin, plus rien. En tout cas, juste là. Je pense qu'on devrait peut-être parler de ça. Et j'en profite pour dire qu'il y aura un acte 2 sur la dette avec mort Fall, il me semble. Voilà, je suis désolé, j'ai oublié le nom de famille. Et nous discuterons un peu peut-être de cet aspect juridique aussi et de cet angle-là. Merci, professeur. Si vous avez un dernier mot ou si Elhadj Malick, tu souhaites ajouter quelque chose, donc vous avez la parole. C'est bon pour vous. Merci pour votre disponibilité.